Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Intelligence artificielle et traduction, le couple gagnant au service de l'industrie financière. Olivier Debeny, CEO et cofondateur de Lingua Custodia à Paris et Luxembourg. Il faudra informer les 8000 porteurs dans 8 langues différentes. Donc les équipes se retrouvaient à traduire elles-mêmes. Et c'est là que je me suis dit, bon sang, il y a un truc à faire dans ce domaine-là, parce que tout le monde déteste faire ça. Par contre, c'est très technique, c'est souvent très urgent. C'est là qu'est née l'idée de monter Lingua Custodia. Parti sur une carrière toute tracée en finance, d'abord chez JP Morgan, puis AXA IM, Olivier nous raconte avec beaucoup de punch et d'humour la genèse assez unique de sa société. Avec l'entrepreneuriat dans le sang, il constate la complexité des traductions financières et la précipitation dans laquelle celles-ci se font en général. Lingua Custodia est donc un language custodian qui vise à rationaliser et systématiser l'étape des traductions de toute une série de documents financiers. Recherche macro, rapport annuel de société, prospectus, term sheet. Leurs moteurs de traduction automatique sont donc spécialisés en finance. Fini la prise de tête des traductions de prospectus pour une société qui mise sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la conception de ces moteurs de traduction. C'est un épisode rafraîchissant, technique mais pas trop, qui va faire sourire toute une série d'auditeurs qui ont déjà retravaillé des traductions très tard le soir. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Bonjour Solène. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans tes locaux à Paris. Donc, on est là pour parler de Lingua Custodia. Je voulais quand même remercier Amélie Madinier, grâce à laquelle on a été présenté. Donc, merci Amélie, si tu nous écoutes. Donc, merci Olivier de ton temps ce matin. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs? Et ce qui m'intéresse, c'est que tu nous expliques comment tu es passé de l'environnement doux et feutré de l'assurance au monde incroyable de la start-up et comment ça s'est fait? Vaste question. Oui, mais rapide. Vaste question. Moi, alors, je suis un ancien du secteur financier, plus que de l'assurance, parce que j'étais dans la gestion d'actifs. C'est là que j'ai fait j'ai travaillé pendant 18 ans. Avec toujours, par contre, l'idée, parce qu'en fait, je me suis retrouvé complètement par accident dans le secteur financier, comme pas mal de gens. Mon premier job était chez JP Morgan. C'était une boîte fantastique et on ne pouvait pas refuser ce genre d'offre. Mais moi, au départ, juste après mes études, je voulais monter une boîte. Et donc, je me suis retrouvé embringué là-dedans en me disant toujours, je cherche quand même une idée business parce que si j'atteins l'âge de 40 ans et que je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Donc, j'appartiens à cette catégorie des entrepreneurs qui, après avoir passé 18 ans dans le secteur financier, ont quand même finalement à un moment donné trouvé une idée. Et cette idée m'est venue pendant la dernière crise financière. Mais bon, le problème, c'est que celle de 2007-2008. D'accord. Le problème, c'est que quand on rentre dans ce genre d'univers, c'est assez difficile d'en sortir parce qu'on a des processus et des revenus confortables. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait assez progressivement parce que l'idée est venue en 2007-2008. Je reviendrai là-dessus. Et alors, en France, on a un processus, on a quelque chose qui s'appelle le congé sabbatique partiel pour création d'entreprise qui permet de faire les choses très progressivement et que j'ai activé. J'ai fourni la boîte fin 2011 et par contre, je suis rentré vraiment à temps plein dedans au moment du lancement commercial fin 2014. Et tu étais chez JP Morgan? J'étais après chez AXA Investment Managers, d'où le lien, le point avec l'assurance. Donc j'ai fait deux sociétés dans ma carrière, JP Morgan, dans plusieurs pays, AXA Investment Managers. Et là, tu étais gérant de fonds? Qu'est-ce que tu faisais? Non, j'étais côté commercial, en charge de tout ce qui était après-vente. Et c'est justement pendant la crise de 2007-2008 où tous les clients institutionnels nous appelaient tous les jours en nous disant « Mon Dieu, telle banque a sauté hier, que se passe-t-il pour nos investissements ?» Où je répondais « J'ai un cher fonds souverain de tel pays, on vous revient dans l'après-midi. » Bien entendu, pour vous dire ce qu'il en est, en se disant « Ils ont un mandat, ça va être facile de faire l'évaluation de l'impact. » Puis après, on s'apercevait que mince, ils sont aussi investis dans des fonds ouverts, distribués dans 8 pays. Il faut respecter l'égalité des porteurs. Donc cet après-midi à 15h, sachant qu'on aura l'information qu'à 14h, il faudra informer les 8000 porteurs dans 8 langues différentes. Et donc c'est là où je me suis... Donc ce qui se passait inévitablement, c'est que les équipes se retrouvaient à traduire elles-mêmes, vu que tout le monde parle anglais en plus de sa langue d'origine, dans le secteur financier en général. Et c'est là que je me suis dit, bon sang, il y a un truc à faire dans ce domaine-là, parce que tout le monde déteste faire ça. Par contre, c'est très technique, c'est souvent très urgent. Ouais. Et du coup, c'est là qu'est née l'idée de monter Lingua Custodia. Excellent, super. Et tu avais déjà le nom en tête? Alors, le nom.
Les équipes me reprochent beaucoup le nom aujourd'hui là-dessus. En fait, non, l'idée, c'est d'être le custodian en anglais, ça veut dire dépositaire. Et donc, l'idée, c'est d'être toutes les institutions financières sont spécialisées dans la gestion d'actifs et gèrent des actifs. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est gérer au mieux l'actif linguistique des institutions financières et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire de prendre leurs données linguistiques, et notamment lorsqu'ils ont traduit des textes, et de faire quelque chose d'utile pour eux. D'où l'idée d'être vers Language Custodian. Ok, excellent. Custodia. Super. Et donc, tu as commencé en 2014, et donc tu étais en parallèle, tu avais ton job chez AXA IM, et en même temps, tu faisais ta boîte. Tu étais tout seul ? Alors j'ai un peu fait tout ce que ne doit pas faire un start-upper, en fait. J'adore. Parce que, déjà, je suis parti d'une idée de base, parce que l'idée était donc celle-ci, c'était de se dire il faut créer une sorte de Google Traduction, mais qui fonctionne pour nous dans le secteur financier, donc quelque chose qui est spécialisé, donc un truc super technique. Okay. Sachant que moi, d'un point de vue background, je ne suis absolument pas technique. Je ne suis pas ingénieur, j'ai fait une école de commerce, voilà, et j'ai un profil de general manager. Et donc, normalement, ce qu'on fait quand on monte une start-up dans ce domaine-là, c'est qu'on va choisir quelqu'un de technique comme associé. Un CTO. Voilà, exactement. Eh bien non, moi, j'ai choisi un collègue à moi qui avait le même profil que moi. Donc, du coup, forcément, ça a été un petit peu compliqué les premières années. Et ce qu'on a fait... Alors, l'avantage qu'on avait, c'est que... Donc, on a fondé la boîte fin 2011. Au départ, on allait voir un prestataire externe technique. On s'est vite aperçu que c'était pas du tout une direction à prendre. C'était un prestat de quoi ? Qui faisait quoi ? De traduction automatique. On allait voir le leader mondial à l'époque de la traduction automatique, qui est une boîte française, qui est un peu moins leader aujourd'hui. Mais et en fait, on s'est aperçu qu'on finançait leur R&D, parce que dans le secteur financier, il n'y avait rien du tout. Et donc, on a vite arrêté. Ensuite, on a embauché 3 petits jeunes, un développeur IT, un linguiste et un ingénieur linguiste, en leur disant, écoutez les gars, on n'a aucune idée comment il faut faire ça. Voici plein de données linguistiques qu'on a pu récupérer, notamment pour des prospectus de fonds. On a vu qu'il y avait des algos open source dans telle ou telle université. Allez voir comment est-ce qu'on peut construire ça. Et donc, ça a pris un certain temps, mais on a réussi à sortir quelque chose. À l'époque, on ne parlait pas encore d'intelligence artificielle. Et justement, la question, c'était de savoir comment ça se passait à l'époque. Donc, toi, tu racontais que pendant la crise, vous faisiez vous-même les traductions, enfin, tes équipes. Mais en gros, quand tu avais un term sheet, un fact sheet, un KID à sortir en espagnol, comment tu t'y prenais ? On appelait, alors si c'était une communication urgente, il y a 2 aspects. Communication urgente, là, on appelle nos petits collègues en Espagne, on prend ses collègues espagnols en leur disant voilà, il y a cette com urgente à sortir pour dans 3 quarts d'heure. Je sais que c'est pas ton boulot, mais est-ce que tu peux, s'il te plaît, le faire ? Et sinon, et ça, c'est plus fréquent qu'on ne pense. Il y a là, je parlais de la communication de crise, mais il y a aussi des cas de réponse à des appels d'offres. Vous êtes à Milan, vous recevez un appel d'offres de 100 pages en italien, il faut le traduire en anglais, on l'envoie au siège, on y répond en anglais, ça fait 300 pages, on a pris du retard, on le renvoie au bureau en Italie, et là, il n'y a plus que 2 jours pour répondre. Il n'y a plus que 2 jours avec la deadline. Et là, vous avez votre commercial local qui se dit mince, j'ai ces 300 pages à remettre en italien. Et en plus, il faut que j'ajoute, moi, ma valeur ajoutée de commercial local. Comment je fais ça ? Et donc, c'est là où il se retrouve à faire... il faisait du Google Trad le week-end, en plus, d'un point de vue confidentialité, c'est pas top génial. Et donc, à travailler là-dessus. Et une autre option, sinon, c'est de faire appel à une agence de traduction externe. Et là, le problème qu'on a, c'est le prix, c'est extrêmement cher, plus le retour, le temps de retour, quoi. Ouais. Et du coup, on parle de quel type de document ? Parce que ça peut aller... Donc, tu parlais de l'appel d'offres, on parlait de term sheet, fact sheet, KID. Est-ce qu'il y a d'autres documents qui sont... Alors, il y a beaucoup de documents juridiques. Je parlais des prospectus de fonds, mais alors, il y a des choses qui sont traduites de façon récurrente, quotidienne. La recherche, par exemple. Alors, la recherche macro, mais la recherche action qui est sortie tous les jours par les brokers. Ouais. Ou la recherche crédit aussi. Et ça, souvent, on va la sortir. Si on est basé, on va peut-être la sortir en français, mais on va vouloir la sortir en anglais très vite parce que c'est valide c'est valide que quelques heures, ces documents. Oui, tout à fait. Et donc, voilà. Et là, dans ces cas-là, ils ont souvent des équipes de traducteurs internes, en fait, pour faire ça. Okay. Mais sinon, ce qu'il faut retenir, c'est que la traduction financière, c'est quasiment une expertise financière. Donc, il y a aussi beaucoup de cas où on va envoyer des term sheets ou des documents très complexes à l'extérieur. Comme il y a assez peu de sachants, parce que les agences de traduction, elles travaillent avec des freelances. Comme il y a assez peu de gens venant du secteur financier qui se sont mis en freelance, eh bien, il y a beaucoup de cas où les documents reviennent,
Et en fait, il faut refaire. Ouais, ça, j'ai déjà vécu. Il faut refaire. Et d'où la problématique, quoi. Oui, et alors ce que tu me disais quand on préparait l'entretien, c'est que en plus d'un document à l'autre, même d'une société à l'autre, la façon dont on parlait du high yield. Et donc, le high yield n'est pas traduit de la même manière en français, suivant le contexte. Bah oui, alors il y a le grand jeu du domaine financier, c'est l'anglicisme. Ce sont les anglicismes. Si vous êtes dans un prospectus de fonds, le fameux high yield va devenir, si c'est high yield investment, ça va devenir investissement à haut rendement. Si on est dans un document plus marketing ou fact sheet, ça fait complètement nul de dire investissement à haut rendement, on va dire investissement à yield. Et ça, c'est valide pour des tas de choses. Nous, on a des clients qui reviennent en nous disant oui, vous avez traduit breach votre outil a traduit breach par violation. Pour violation de contraintes d'investissement. Oui. Nous, on veut que ce soit breach. Ah, et donc du coup, tu peux incorporer des règles. Voilà, donc là, on atteint le 3e niveau de qu'est-ce qu'une bonne traduction. Une bonne traduction, c'est maîtriser le domaine technique. Et ça, le domaine technique, c'est en fonction du type de document dans le secteur financier. Ouais. Parce que là aussi, la recherche-action dont je parlais tout à l'heure, c'est ultra télégraphique, avec des termes bien spécifiques. Et puis, il y a le niveau du dessus qui est que veut le client, parce que c'est extrêmement subjectif, la traduction. On est ici sur un problème complexe. Il n'y a pas... La traduction, et donc le sujet d'évaluation est un gros sujet difficile, parce que est-ce qu'une traduction est bonne ou pas ? C'est super difficile de donner, c'est pas comme une addition où 1 + 1 = 2, c'est pas blanc ou noir, et du coup c'est très subjectif. Et ça c'est valide aussi, un autre exemple que j'aime bien citer, c'est comment on traduit Global Head of Fixed Income en français. On peut être Global Head of Fixed Income, on peut être responsable mondial Fixed Income, responsable mondial des taux, responsable mondial des taux fixes, ça dépend. Et ça, chaque société a sa réponse qui est la bonne réponse parce que c'est la sienne. Et ça, c'est en effet, on peut ensuite personnaliser les outils de traduction automatique pour leur faire apprendre ça. Super. Dis donc, vaste programme. Ok, alors est-ce qu'on peut juste revenir sur Lingua Custodia en particulier, savoir un petit peu comment, donc tu as parlé de l'équipe de départ, comment de cette équipe de départ avec vos ingénieurs du début, vous en êtes arrivé maintenant à être présent dans 2 pays et avoir vraiment une position forte sur ce marché-là. Donc on a eu vraiment un décollage de bombardier lourd. Donc ça prend un certain temps. Par contre, l'avantage du bombardier lourd, c'est qu'il peut voler très haut. Et donc, on est sorti commercialement fin 2014. Et ensuite, nos cibles étant essentiellement des institutions financières, que ce soit asset manager, broker, dépositaire, donc plutôt bancaire et gestion, pas trop assurance. Moins assurance. Moins assurance, ouais. On va travailler avec les directions financières aussi des compagnies d'assurance. Et là, assurance, on vient juste de sortir, depuis qu'on est arrivé au Luxembourg, un nouveau moteur de traduction spécifiquement pour l'assurance vie. Super. Et qu'on a élaboré d'ailleurs avec Foyer. Au Luxembourg là-dessus. Mais notre premier focus, on est parti initialement sur tout ce qui est asset management surtout, avec différents types de documents. Donc je parlais prospectus de fonds, les fonds de fact sheet. Puis ensuite on a élargi ma recherche macro. Puis après on a fait les rapports annuels de société côté corporate finance et documents de référence aussi. Et dans quelle langue ? Alors on est parti. Alors au début, français, anglais, français. Donc c'était basique. Puis on a élargi pour toutes les langues d'Europe de l'Ouest. Donc portugais, espagnol, italien, néerlandais, allemand, français, anglais, plus le chinois et le japonais. Sur ces différents types de documents. Donc ça fait une jolie matrice à remplir. On ne couvre pas encore tous les types de documents dans tous les couples de langues. Cantonais, tu veux dire ? En chinois traditionnel et simplifié, avec un gros tilt sur le chinois de Hong Kong. Voilà. Merci pour les précisions. Voilà. C'est une question beaucoup plus complexe qu'il n'y semble. Plusieurs Chinois dans l'équipe et à chaque fois on a des gros débats là-dessus. Et ça, c'est venu progressivement. Donc ça, c'est venu progressivement parce que d'un point de vue donc commercial, on a mis à peu près 3 ans pour vraiment décoller. On est sorti fin 2014, on a commencé à décoller fin 2017. Et du coup, vous étiez sur vos fonds à vous ? On a fait plusieurs levées de fonds pendant cette période-là. Et c'est suite à ça qu'on a commencé à engranger, à faire x2 tous les ans. En fait, donc on s'est rattaché à l'univers des fintech, vu qu'on délivre une société, une technologie innovante purement vers l'univers financier. Suite à ça, au Luxembourg, on est arrivé 2e au FinTech Awards en 2018.
Et ça, c'est KPMG qui met ça en place. Ouais. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on nous a vraiment ouvert les bras au Luxembourg et que pour nous, c'est devenu la priorité d'un point de vue première implémentation à l'étranger de faire ça au Luxembourg. Pourquoi là-bas ? Parce que tous nos clients sont présents là-bas. Et tous nos prospects sont présents là-bas. Donc pour nous, on a fait le choix stratégique. À l'époque, quand on a pris cette décision en 2018, on n'avait pas encore d'équipe commerciale interne. On externalisait. Et donc, on a fait le double choix de à la fois internaliser l'équipe commerciale et de la placer complètement au Luxembourg. Donc actuellement, tu as tes équipes dev et toute la partie plus opérationnelle et développement qui est basée en France, et la partie développement commercial, logiquement, qui est là où sont tes clients en fait. Voilà, et tes prospects. Exactement. Donc aujourd'hui, on a 4 personnes qui travaillent au Luxembourg. On a une équipe d'une petite vingtaine de personnes aujourd'hui impliquées dans la société. On a aussi notre siège se trouve à Saint-Quentin en Yvelines, en région parisienne, et on a ouvert depuis peu un bureau dans le centre de Paris également. Où nous sommes aujourd'hui, qui est magnifique. Voilà, ils ont beaucoup de chance. Et donc, voilà un peu pour l'histoire du développement de la société. Super. Et du coup, quand tu travailles avec un client, tu vas accompagner toute une partie de son activité ou tu développes pour le client, c'est-à-dire c'est un client, par exemple, je sais pas, je prends KCIS, tu vas développer la partie fonds, puis ensuite la partie bancaire, ou comment ça se passe ? Alors, tu travailles sur une problématique. On aborde très souvent, on est contacté par les équipes opérationnelles qui ont clairement le problème que je mentionnais tout à l'heure. On a une problématique de temps. Il faut qu'on arrive à être à répondre plus rapidement à nos clients quand on a ces problématiques de traduction. Donc, on va souvent rentrer via une équipe opérationnelle pour un besoin spécifique. Alors, ça va être soit on a tous les cas de figure. Ça peut être alors souvent c'est commercial, souvent ce sont par les équipes commerciales, mais ça peut aussi être, on a eu dans le groupe Rothschild, c'est l'équipe compliance qui nous a fait rentrer. Et ensuite, une fois qu'on est rentré, ils en parlent à leurs petits copains en interne, et on va du coup après travailler avec l'équipe juridique, voir l'équipe ressources humaines, etc. sur différents types de problématiques, pour différents types de documents qu'ils ont à traiter. Ok, et entre le moment où tu commences avec ton client et la mise en œuvre réelle, ça prend beaucoup de temps ? Alors, ça peut être immédiat. C'est-à-dire c'est ça la beauté de développer une plateforme de moteur de traduction automatique déjà pré-sélectionné sur certains types de documents, pré-entraîné sur certains types de documents. Si je dois traduire du reporting de fonds, il y a les moteurs pour traduire le reporting de fonds qui sont déjà là. Et pour lesquels, souvent, le client, sa donnée aura déjà été intégrée quand nous, on a fait notre collecte de données pour entraîner nos moteurs. C'est la partie qui m'intéresse aussi. Et donc, c'est actionnable immédiatement. Si le client veut un moteur particulièrement fait pour lui sur une problématique très spécifique, on a le cas des clients qui sont revenus pour traduire des procédures internes écrites en anglais, écrits en Inde, donc de l'anglais indien vers le français qui était très, très spécifique. Tu traites différemment l'anglais britannique de l'anglais indien ? Alors là, je dis de l'anglais indien pour être poli. Ce sont des tournures de phrases très particulières, disons. Et donc, ça nécessitait d'avoir un apprentissage spécifique. Donc, on a créé un moteur pour traduire de cet anglais indien de ce client-là vers du français pour leur procédure ultra technique en plus qui était très particulière. D'accord. Avec des tas de noms communs qui sont des noms propres. Ok, donc le premier cas de figure, ça fonctionne en mode API ? Donc le premier cas de figure, c'est sur notre plateforme. Des clients, on donne un accès sécurisé par login mot de passe où le client peut venir et simplement choisir quel couple de langues je veux utiliser, quel type de document je dois traduire. Je charge mon document, j'appuie sur traduire. Et ensuite, il récupère son document complet qui a conservé le format. Donc, si j'ai une presse PowerPoint, c'est particulièrement appréciable pour les commerciaux parce que du coup, ils ont ça directement. Et ils font l'output, ils vont faire la relecture parce que la traduction automatique reste automatique. Il y a des limitations, on pourra y revenir après sur l'aspect techno. Mais disons que ça leur permet d'avoir un premier jet immédiat en conservant le format. Et ça peut être fait tout de suite. Et tu fonctionnes sur quel format ?
PowerPoint, Word, alors PDF on a une aussi trentaine de formats. Le PDF, ça n'existe, c'est pas un format le PDF. Il existe de multiples PDF. Ouais, si c'est quelqu'un écrit à la main sur une feuille de papier et fait un scan, ça devient un PDF. Ça, non, on ne traite pas. J'imagine, oui. Si par contre c'est un document Microsoft Office qui a été transformé en PDF, là oui, on va le traiter. D'accord. Ça va fonctionner, on le ressortira en Word de façon à ce qu'il puisse être édité. Excellent. Voilà. Et donc, pour le client qui veut son moteur sur mesure, là, il y a un peu de temps parce qu'il y a du développement qu'il faut que nous, on fasse de notre côté, qu'on a récupéré la data d'entraînement chez le client, qu'on fasse des tests, qu'on entraîne le moteur, etc. Là, c'est vraiment, on lui crée son moteur de traduction automatique qui ne sera utilisé que par lui, pour lui. Donc là, il y a un temps de développement qui peut être de 1 à 2 mois. Et en termes de pricing, vous pricez comment Alors, on price au mot. En fait, on price pour notre plateforme de moteur sur étagère. C'est un pricing qui se fait au mot. Ça permet à nos clients de bien comparer parce que le mode de tarification dans l'univers de la traduction, c'est au mot. D'accord. Voilà, donc ça permet de calculer le retour sur investissement immédiat. Ok, parfait. Et donc, on n'a pas parlé de timing dans le deuxième cas de figure. Donc, le premier, c'est immédiat. Le deuxième cas de figure, quand il faut mettre en place des setups bien particuliers pour les clients, c'est une histoire de semaines ou de mois. Donc, c'est là, c'est plus, ça va dépendre de souvent, il faut que le client nous fournisse de la donnée linguistique, ou qu'on puisse trouver de la donnée linguistique qui lui est propre. Ça peut prendre du temps, qui n'est pas chez nous, qui est chez le client. Une fois qu'on a cette donnée, nous, il nous faut à peu près 2-3 semaines. Pour entraîner les premiers moteurs, parce qu'on va pas en faire un, on va en faire 4-5 pour après voir lequel fonctionne le mieux. Puis ensuite, après, avec la période de test et mise en production, ça nous mène à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Ok, donc c'est assez rapide. Ok, parfait. Écoute, merci, c'est très clair pour moi. Alors, ce qui m'intéressait aussi qu'on discute aujourd'hui, c'était Verto. Verto, c'est le nom que vous donnez à... Je suis complètement à côté de la plaque. À notre plateforme. C'est ça, votre plateforme. C'est notre plateforme, ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer techniquement comment ça fonctionne ? Moi, j'y connais rien. Enfin, tu pars du principe que j'y connais rien en intelligence artificielle, en algorithme. Comment est-ce qu'on développe un algorithme et comment est-ce qu'on l'entraîne ? Donc, le tout premier que vous avez développé, comment vous y êtes pris pour le coder ? Et ensuite, comment vous avez fait pour faire venir de nouvelles langues ? Et puis, in fine, comment est-ce que tu développes pour un client ? Tu parlais de plusieurs modèles. Est-ce que tu pourrais peut-être, sans être trop dans le détail, donner une vision d'ensemble de cette mise en œuvre ? Alors, le premier truc à prendre en compte, c'est quand tout le monde utilise des titres ronflants, « Oh, je suis dans l'intelligence artificielle, regardez comme je suis intelligent moi-même ». Il faut savoir, c'est que les algos qui font des algos de deep learning, sont des algos open source. Okay. Tout le monde utilise les mêmes. Okay. La différence essentielle derrière... Tous les problèmes de biais. Exactement. Ouais. Et derrière, donc, ce qui fait la différence essentielle, c'est la donnée d'entraînement. Cheat in, cheat out. Voilà. Et du coup, comment la vraie difficulté... Alors évidemment, il faut les maîtriser, ces algos. Il faut suivre, ce sont différentes communautés. Vous avez là aussi les partisans d'Android et d'iOS. C'est pareil, vous avez différentes communautés avec différents modèles d'algos qui sont en compétition, qui sont plus ou moins vivantes les unes avec les autres, les unes par rapport aux autres. Mais ce qui fait toute la différence, c'est, au-delà de l'expertise qu'on a pour les utiliser, c'est comment est-ce qu'on collecte de la donnée, comment est-ce qu'on la classifie, comment on la nettoie, et quel mélange on va faire de façon à avoir parce que ce sont que des mathématiques au final derrière. Donc on est nous dans de la traduction. Donc a priori on pourrait dire c'est un truc super linguistique, mais en fait c'est que des maths derrière. Pour mon exemple de high yield investment, si le moteur a été entraîné spécifiquement pour qu'on lui dise regarde, quand tu vois high yield investment, voilà des tas de phrases dans lesquelles le contenu est arrivé, et quand ça a été traduit, tu vois, comme c'était des prospectus de fonds, c'est plutôt investissement au rendement. Donc, on va surpondérer ce type de données par rapport à la donnée de fonds de fact sheet, où là, on laisserait le terme anglais. Et c'est en jouant avec ces masses de données qu'on arrive à avoir un moteur qui va du coup savoir que si on lui demande de traduire juste hedge, il ne va pas nous mettre une haie, il va nous mettre une couverture. Voilà. Ce que ne savent pas par contre les moteurs de traduction automatique généralistes. Genre Google Translate. Voilà, parce qu'eux, ils vont regarder statistiquement tout ce qu'ils voient, et en général, quand on parle de hedge, on parle de la haie.
Oui, tout à fait. Voilà. Alors, tu disais que vos clients devaient vous donner de la data. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'ils vous fournissent comme information ? Alors, ça, ce sont uniquement les clients qui veulent avoir leur moteur sur mesure juste pour eux. Eh bien, on va prendre leur historique de traduction. On va prendre ce qu'ils ont traduit dans le passé. Soit ils ont à disposition, soit on va aller le récupérer, nous, et puis traiter la donnée. Parce qu'en fait, la nourriture d'entraînement, ce sont des phrases. Des phrases qu'on appelle des phrases parallèles. La phrase... Donc en français, en anglais. Voilà, exactement. Okay. D'accord. Exactement. Et il nous en faut des millions pour pouvoir ensuite que le modèle puisse apprendre en fonction de cette donnée. Et alors, comment tu corriges c'est-à-dire si ton client constate qu'il y a soit le traitement qui est fait ne leur correspond pas, on parlait du responsable fixed income, soit qu'il y a un bug, comment est-ce que l'information remonte chez vous et l'algorithme corrigé ? Est-ce que tu corriges ou est-ce qu'il se corrige automatiquement ? Comment ça fonctionne ? On va réentraîner les moteurs en fonction du retour qu'on a de la part des clients. Sachant qu'encore une fois, c'est très intéressant comme sujet parce que le domaine linguistique est tellement complexe. C'est pour ça d'ailleurs que tous ces sujets d'intelligence artificielle se sont plongés là en premier. C'est parce que c'est là qu'il y a la plus grande complexité. On va avoir des clients qui reviennent en nous disant nous, on veut que turnover ce soit systématiquement traduit par... le retour, c'était turnover, on nous a traduit ça par chiffre d'affaires. Oui, c'est pas complètement faux. Oui, mais nous, on veut que ce soit taux de rotation. Parce qu'en fait, on parle de portfolio turnover. Ah oui. Je dis, oui, mais attendez, vous avez essayé de mettre portfolio turnover pour voir ce qu'il met ? Ah oui, non, mais là, il met bien taux de rotation. Et dans ces cas-là, je dis, oui, mais vous savez, c'est très dangereux si on veut vouloir forcer pour dire que turnover, dans tous les cas, c'est parce que là, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rechercher ce que le client a traduit dans le passé, on va lui trouver les cas où turnover doit être traduit par chiffre d'affaires, ce qui inévitablement arrive. Ouais. Et donc, pour dire que du coup, c'est pas si simple que ça. Par contre, en effet, on peut... c'est la difficulté en fait qu'on peut avoir dans ces cas ambigus. Et en fait, tout ce qui est lié au deep learning, c'est pour essayer de trouver la meilleure solution possible à ces cas ambigus. D'accord, excellent. C'est plus clair, tu vois. J'ai compris certaines choses. Ok, si on revient particulièrement sur Lingua Custodia, quels sont vos objectifs en termes de développement expansion dans le monde, expansion dans les industries. Alors, nous, on est une fintech. Donc, on est purement focalisé sur l'industrie financière. On a un mix d'un point de vue équipe. Donc, Stéphanie, qui est la DG de la société au niveau du groupe, avec moi, on a tous les deux un background du secteur financier. Il y a un mix avec des équipes qui sont des linguistes, des PhD en Natural Language Processing, donc en traitement automatique des langues. Et puis ensuite, il y a les commerciaux. Donc, on a un mix d'équipes, mais on est complètement équipé pour vraiment travailler sur tout ce qui est l'application du deep learning à la linguistique financière. Donc, on a commencé par la traduction, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Une fois qu'on aura bien rempli notre matrice, qu'on va continuer notre expansion au niveau européen, pour l'instant à partir du Luxembourg. On verra ensuite s'il faut qu'on ouvre d'autres bureaux dans d'autres pays européens ou si on arrive à tout couvrir à partir du Luxembourg qu'on pourra étendre en termes de taille commerciale. Il y aura la question de l'Asie qui se posera derrière parce qu'il y a des gros besoins linguistiques derrière, bien sûr, en termes de traduction. Mais il y a plein d'autres choses qu'on commence à regarder qui sont du domaine, par exemple, des résumés de texte. C'est la même techno qu'on peut être utilisée. Il faut beaucoup de données linguistiques pour être capable de faire ça. Parce nous, en fait, ce qu'on fait depuis le 2011, c'est qu'on collecte énormément de données linguistiques qu'on nettoie. Et c'est ça notre gros actif. Et donc, il y a plein de façons d'utiliser ça. Que ce soit aussi, on a mené quelques expériences également pour de la réécriture. Lorsque vous avez des Indiens qui écrivent en anglais, vous voulez traduire ça en anglais. C'est pas une correction grammaticale qu'il faut faire, c'est une réécriture. Même un Français qui écrit en anglais, il va écrire des phrases en anglais comme il parle en français, en faisant des phrases beaucoup trop longues, en utilisant du double négatif, du passif, etc. Comment réécrire ça et avoir des phrases plus courtes, plus propres, plus facilement compréhensibles. Et ça, vous travaillez là-dessus ? Ça, c'est des sujets qu'on regarde, parce que c'est la même technologie. Ouais. C'est la même technologie. Hein. C'est tout ce qui est... et avec un tilt toujours financier. Là, tu as un boulevard là-dessus. Pour ça. Donc ce sont des sujets complexes. Mais donc voilà, nous, notre objectif en termes de développement, c'est, outre l'aspect géographie, de poursuivre notre développement
en Europe, renforcer encore nos équipes au Luxembourg d'un point de vue commercial, parce que c'est vraiment notre hub d'un point de vue commercial et service client. Voir ce qu'on va faire avec l'Asie derrière, où on a déjà été pas mal sollicité. On a déjà des clients au Japon également, d'ailleurs aujourd'hui. Et puis, d'un point de vue produit, sur ces autres axes, mais toujours liés à la linguistique financière. Et associé éventuellement à du text-to-speech ou des technologies comme celle-là, ou pas du tout? Alors, c'est les mêmes algos qu'il y a derrière. Ça, c'est quelque chose il y a beaucoup de gens qui sont dans le text-to-speech, donc c'est quelque chose qu'on a moins regardé, nous, spécifiquement. C'est super, super dur aujourd'hui. Tout le monde a l'impression que ça marche vachement bien parce que quand on met sur son téléphone, on dit I want a beer, il va vous dire le truc, je veux une bière. Mais par contre, quand vous avez une conférence sur la finance verte, et puis que vous avez un Italien qui parle anglais, un Japonais qui parle anglais, un Français qui parle anglais, je peux vous dire que le machin il va pas marcher du tout. C'est cacophonique en effet. Ok, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à tous les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui, où on peut tout doucement clôturer notre épisode? Moi, ce que j'aimerais rajouter là-dessus, c'est que juste une leçon que j'ai appris, parce que j'ai un parcours assez amusant en venant d'un monde corporate vers le monde de la start-up. Alors aujourd'hui, on est plutôt en scale-up. C'est que quand on veut faire cette bascule, il y a plein de choses qu'il faut qu'on désapprenne de l'univers corporate pour basculer dans l'univers start-up. Ouais. Ça, c'est un truc super important. Si il y a des gens qui écoutent peuvent retirer ça. Et ensuite, quand on est dans l'univers start-up, une des choses par contre qu'il faut vraiment apprendre, dont on a moins ce sens dans l'univers corporate, c'est l'équipe et le fait que l'équipe travaille bien ensemble est ultra important. Beaucoup plus que dans des grandes structures où, à la rigueur, si les gens ne s'entendent pas, ils partent dans un autre département à un moment donné, etc. Et nous, ici, c'est pas possible. Il faut que tout le monde s'entende bien, que tout le monde travaille bien ensemble. Ouais. Donc ça, c'est un des éléments clés. Ce qui implique une énorme transparence, un gros travail de transparence, de com. Exactement. Et c'est là où moi, je suis très, très fier de l'équipe qu'on a aujourd'hui et de ce qu'on a atteint aujourd'hui. Et très, très content aussi de notre installation au Luxembourg qui a mis une dynamique en place pour nous en interne qui est très forte et qu'on sent d'ailleurs avec le buzz qu'on sent au Luxembourg. Ça a été un mouvement stratégique pour nous, cette installation au Luxembourg, parce que du coup on a notre filiale depuis 2019 là-bas. C'est une implémentation qui est réussie aujourd'hui et qui a un impact positif pour l'ensemble de la boîte en fait. Donc honnêtement, parfois les gens se demandent mais pourquoi le Luxembourg? C'est vrai. Mais je peux vous dire que pour nous, ça a été un vrai game changer, quoi. Excellent. Parfait. Merci. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un bouquin, un podcast, un film à recommander à nos auditeurs? Alors, moi, il y a une série télé qui m'a bien tenu et qui m'a tellement bien rappelé tout ce qu'on a vécu, c'est Silicon Valley. Excellent. Voilà. J'en ai loupé aucun. Voilà. Donc, je recommande aussi. J'ai trouvé ça, c'est très instructif et j'ai appris des choses moi-même en regardant cette série. Donc, moi, j'aime bien quand je regarde quelque chose, j'aime bien apprendre des trucs. Ouais. Et j'ai appris des trucs en regardant cette série. Donc, c'est très léger. C'est drôle comme tout. Et c'est léger et il y a des points. Enfin, c'est tellement vrai. Véridique, c'est tellement vrai sur plein de sujets. Que c'est très instructif. Ouais. Excellent, parfait. Et on peut te contacter via quoi? Alors moi, je suis très LinkedIn, moi. Ouais. Donc, vous me contactez sur LinkedIn, Olivier Debeny, DEBEUGNY. Parfait. Merci beaucoup, Olivier, pour ton temps. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!